Alors, bonjour groupe. Là, on est rendu, là, c'est vrai, là, c'est le dernier cours de la session insuffisance rénale parce que je sais qu'on avait mis dans le plan de cours qu'on verrait la goutte aussi, puis j'en avais parlé dans la polyarthrite rhumatoïde, dans les arthrites, qu'on parlerait de la goutte plus tard dans la session avec insuffisance rénale. Mais Catherine et moi, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ça avait été retiré du programme. Donc, aujourd'hui, on va voir que l'insuffisance rénale chronique, puis un petit peu de l'insuffisance rénale aiguë parce que c'est quand même quelque chose à laquelle vous allez être exposé là, dans vos stages cette session-ci puis la session prochaine. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale chronique? Parce qu'on va voir les deux là. Plus tard dans le cours, on va voir l'insuffisance rénale aiguë qui est un petit peu différente. L'insuffisance rénale chronique, c'est quoi? Par le mot chronique, on voit tout de suite là, que c'est quelque chose qui s'installe tranquillement. Comme n'importe quelle autre maladie chronique ou maladie dégénérative, ça s'installe tranquillement, pout. Au début, on n'a pas tant de symptômes, puis vers la fin, on en a beaucoup. C'est donc une maladie qui est progressive et qui est irréversible. Contrairement à l'insuffisance rénale aiguë, qu'on va voir plus tard, c'est irréversible. Un coup que les dommages sont installés, il n'y a plus rien à faire. On commence à parler de problèmes de gestion de fonction rénale quand le débit de filtration glomérulaire, le DFG, est en bas de 60. Là, on commence à avoir des problèmes et des manifestations cliniques. On va voir, je pense que c'est la prochaine diapo exactement. On commence à parler d'une insuffisance rénale chronique de stade 1 à partir de un DFG, un débit de filtration glomérulaire en bas de 90. Donc, on commence à surveiller là. Il se passe rien, probablement que la personne a pas de manifestation clinique encore, mais on commence sérieusement à surveiller ça. On va regarder est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ralentir le processus, est-ce qu'il y a de la médication qu'on peut retirer ou qu'on peut donner pour ralentir le processus. Mais ici, là, même si on n'a pas de manifestation clinique, on commence déjà à parler d'insuffisance rénale chronique. On parle d'un stade 1. Puis, comme vous voyez, il y en a 5 stades, le dernier étant le stade le plus grave nécessairement. Et là où on va commencer à être obligé de faire de la dialyse parce que les reins filtrent tellement peu les déchets dans le sang que la personne est en train de s'empoisonner. Donc, rendu à ce niveau-là, les gens vont faire de la dialyse. Puis on va voir plus tard dans le cours là, qu'est-ce que ça implique faire de la dialyse, puis c'est quoi de la dialyse exactement. Donc, c'est quoi les facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique? Ben, l'âge. L'âge parce que les reins ont été utilisés longtemps, ça s'use, c'est comme n'importe quoi. Comme n'importe quel organe, comme n'importe quel objet qu'on aurait, plus on l'utilise, plus ça s'use, ben c'est pareil pour les reins. Donc, l'âge, ça a un gros impact. Le poids a un gros impact. Puis je sais qu'on revient souvent avec ça dans toutes sortes de pathologies. Hein. L'obésité, c'est problématique et on le sait qu'en Amérique du Nord, on est une population qui est en train de devenir de plus en plus lourde. Donc, les problématiques de santé vont être de plus en plus grandes. Ça ne veut pas dire que parce que tu souffres de surplus de poids, que tu vas nécessairement vivre de l'insuffisance rénale, mais tes risques d'en souffrir plus tard sont d'autant plus grands si votre poids est trop élevé. Certains antécédents médicaux, puis je vous dirais les deux les plus fréquents dans l'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète et l'hypertension. Euh, les patients diabétiques pour deux raisons, parce que le diabète, la maladie elle-même endommage les reins, elle endommage les vaisseaux sanguins, elle endommage les petites terminaisons nerveuses, donc le rein étant formé de ces structures-là, va être endommagé par le diabète et il y a certains médicaments que les patients prennent, certains médicaments que les patients diabétiques prennent qui sont néphrotoxiques à long terme. Par exemple, la metformine. Le metformine, c'est une molécule extraordinaire pour les diabétiques, je veux dire. C'est un médicament qui fonctionne très bien, qui a peu d'effets secondaires, qui stabilise la glycémie et tout, mais qui, à long terme, a son impact sur les reins. C'est pour ça que parfois, on voit des diabétiques de type 2, donc des diabétiques qui n'ont pas besoin d'insuline nécessairement,
qui ont des traitements d'insuline, c'est pas parce que les hypoglycémiens par la bouche ne fonctionnent pas, c'est que certains hypoglycémiens par la bouche ont un effet néfaste sur les reins. Et là, à un moment donné, il faut peser les pour et les contre. Et s'il y a plus d'effets néfastes sur les reins que de bénéfices, bien, on va transférer ces patients-là à l'insuline, diminuer leur dose de metformine, puis augmenter une dose d'insuline à la place. L'hypertension artérielle, c'est la même chose. Les vaisseaux sanguins dans les reins sont très, très, très petits. Donc, une exposition à une pression trop grande dans ces vaisseaux sanguins-là va les endommager et éventuellement peut causer de l'insuffisance rénale chronique. Les glomérulonéphrite chroniques, ou si on en a fait beaucoup dans le passé puis c'est devenu chronique, ça l'endommage le rein, là, au même titre que quelqu'un qui fait des pneumonies à répétition est à risque de développer de l'emphysème plus tard dans sa vie parce qu'il y a eu des dommages à ses poumons. C'est la même chose pour les reins. Tu as fait des glomérulonéphrite à répétition quand tu étais plus jeune, bien, éventuellement, il y aura des dommages sur tes reins. La même chose avec les pyélonéphrites. Il y a certaines maladies héréditaires qui, d'emblée, causent des problèmes aux reins ou causent des... Pas cause, c'est pas le bon mot, mais euh, c'est des patients qui ont des reins qui, à la base, sont moins sains, donc sont plus à risque de faire de l'insuffisance rénale chronique plus tard dans la vie. Exemple, la maladie polykystique, c'est qu'on fait beaucoup de kystes sur les reins. Donc, pour chaque kyste que la personne fait sur son rein, ça laisse une cicatrice. Donc, ça fait que le rein, éventuellement, a beaucoup de cicatrices et fonctionne moins bien. Le syndrome de Alport, c'est vraiment un syndrome où, à la naissance, le rein manque de tissu conjonctif et le fait qu'il manque de ces tissus-là va éventuellement faire qu'il va fonctionner moins bien dans la vie. Certaines intoxications à des médicaments ou à des produits, des substances toxiques, des métaux lourds comme le plomb, le mercure, le chrome, puis aussi, j'ai donné l'exemple là, pour le diabète du metformine. C'est pas une intoxication au médicament, mais c'est l'utilisation à long terme de ce médicament-là peut causer des problèmes au niveau des reins. Qu'est-ce que ça fait comme manifestation clinique, l'insuffisance rénale chronique? Je vous l'ai dit tantôt, dans les premiers stades, stade 1, stade 2, peu ou pas de manifestation clinique, mais dans les derniers stades, on va avoir de l'oligurie, production diminuée d'urine, ou ça peut même venir à une anurie où on n'en produit pas du tout. Il y a des insuffisants rénales qui produisent de l'urine, mais c'est de l'urine qui ne contient pas ce qu'elle est supposée contenir. Elle ne contient pas les déchets qu'elle devrait contenir et ces déchets-là se retrouvent dans la circulation. Donc, il pourrait y avoir production d'urine, mais c'est de l'urine comme un peu inutile. Ben, pas inutile, mais elle ne remplit pas tous ses objectifs, disons. Au niveau neurologique, parce que ces déchets-là se retrouvent dans la circulation, c'est des gens qui peuvent souffrir de céphalée, de léthargie, d'apathie, parce que c'est l'urée, la créatinine, c'est, entre autres, c'est des substances que le système nerveux n'est pas supposé être exposé à. Donc, si ces niveaux-là augmentent sensiblement dans la circulation sanguine, le système nerveux est exposé à ces déchets-là, il ne devrait pas, donc il est irrité par ça. Les patients font des céphalées, des léthargies, peuvent avoir de la difficulté de concentration. Astérix, c'est un petit test, on va le voir plus tard là, dans les examens paracliniques, mais c'est un petit test assez facile à tester. C'est vraiment, puis je pense que je l'avais fait dans un autre, je me souviens pas je me souviens pas dans quel autre cours, mais peu importe. On demande au patient de mettre ses mains comme ça devant lui, on les pousse, puis les mains vont se mettre à trembler comme ça. Ça, c'est vraiment une manifestation clinique d'un système nerveux qui est irrité par quelque chose. Dans ce cas-ci, il serait irrité par des déchets qui n'ont pas été éliminés par les reins. C'est super facile à tester, là. Puis c'est objectivable. Syndrome des jambes sans repos, beaucoup de gens vont souffrir de ça. Au niveau digestif, parce que, encore là, les déchets ne sont pas supposés être dans le sang, irritent et le système nerveux et les muqueuses. Donc, les patients peuvent souffrir de stomatite, d'une haleine qui sent l'urée. L'urée, là, c'est
si vous êtes déjà allé dans un gros poulailler, l'urine, les excréments de poulet, ça contient des quantités énormes d'urée. Et je veux dire, c'est une odeur qui est assez flagrante, là. Un coup qu'on l'a senti une fois, on sait ce que c'est. Donc, la laine pourrait sentir ça. C'est un peu moisi, fétri, puis ça sent fort, là. C'est des gens qui vont souffrir d'anorexie, donc qui vont perdre du poids, qui vont être mal nourris, qui peuvent avoir des saignements gastro-intestinaux parce que les muqueuses gastriques sont irritées par les déchets qui se retrouvent dans le sang. Au niveau cardiovasculaire, parce que les reins ne font pas leur fonction usuelle, peuvent souffrir de rétention d'eau. Donc, c'est des gens qui vont avoir une augmentation de poids, pas par du vrai poids, mais du poids en eau. Donc, quand on retient notre liquide comme ça, on augmente la tension artérielle par augmentation de volume sanguin. On peut avoir la distension de la jugulaire. Puis je pense que j'ai une photo un peu plus loin, je ne suis pas certaine. De l'édème à godet, c'est des gens qui sont plus à risque de faire des OAP. Donc, vous voyez là, que l'insuffisance rénale chronique est très problématique à long terme. Au niveau hématologique, c'est des gens qui vont souvent souffrir d'anémie pour deux raisons. Parce qu'ils ont tendance à faire des saignements digestifs, donc ils perdent du sang, et les reins sont aussi couverts par une glande qu'on appelle la surrénale. Et la surrénale est en charge de produire le PO, l'érythropoïétine. Ben, c'est pas de l'EPO, c'est l'érythropoïétine, l'hormone érythropoïétine, qui, elle, dit à nos os longs, la moelle osseuse de nos os longs, de fabriquer des cellules sanguines. Donc, si le rein ne fonctionne pas bien, ben ça se peut que la glande surrénale ne fonctionne pas bien aussi. Et donc, elle ne fera pas son travail de dire aux os de fabriquer des cellules sanguines. Donc, c'est des gens qui souffrent d'anémie pour toutes sortes de raisons. Pour deux raisons, excusez. Au niveau respiratoire, là, je vous ai mis un petit vidéo, là, ça vaut la peine d'aller le voir, c'est pas long, ça dure quelques secondes. La dyspnée de Kussmaul, c'est vraiment une dyspnée qu'on voit, mais là, on voit pas ça au début de l'insuffisance rénale chronique, là. On voit ça vraiment à la fin ou pendant des périodes d'insuffisance rénale aiguë, parce que les patients sont surchargés de liquide, parce qu'ils tombent en acidose métabolique. On a vu les gaz sanguins dans MPOC. Mais vous avez vu, si vous avez regardé mes petites vidéos, vous avez vu l'acidose métabolique qui est une acidose qui est causée par les reins. Le rein est incapable de réabsorber le HCO3 qui, lui, neutralise le sang. Et parce qu'on n'est pas capable d'absorber le HCO3, on en manque, on tombe en acidose. Et les acidoses métaboliques, je sais que ça ne se dit pas, mais j'aime ça dire ça, peuvent développer la respiration Kussmaul. C'est une respiration qui est longue et profonde avec des pauses entre l'inspiration et l'expiration. Donc, ça va faire la plupart du temps, les gens qui ont ce genre de respiration-là sont semi-comateux aussi, là. Au niveau tégumentaire, j'ai marqué là, que j'ai inscrit qu'il pouvait avoir du purite parce qu'il peut avoir un dépôt d'urée sous la peau et ça pique, ça. Puis ça va être généralisé, là, il y en a partout. Au niveau psychologique, parce que le système nerveux est stressé par les déchets qui se retrouvent dans le sang, c'est des gens qui peuvent passer de très, très heureux à très, très tristes comme ça. Et des gens qui peuvent avoir des symptômes de dépression, qui se replient sur eux-mêmes. Au niveau de insuffisance rénale plus avancée, parce qu'il y a une perturbation de l'image corporelle, surtout s'ils ont une fistule artério-veineuse. On va la voir plus tard quand on va voir voyons, la dialyse. C'est des gens qui peuvent être gênés par ça. Au niveau musculo-squelettique, par manque de vitamine D, c'est des gens qui vont avoir des problèmes osseux, des déformations osseuses, ils vont être plus à risque de faire des fractures parce qu'ils manquent de vitamine D et pas de vitamine D, on n'absorbe pas bien le calcium. Les ecchymoses, c'est en lien avec les problèmes hématologiques. Et là, je vais arrêter, j'arrive proche de mon 15 minutes, puis on va continuer après.